bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Alors, pour optimiser l'écoute, je vous conseille de mettre vos écouteurs et de suivre en direct la masterclass sur le site de Big, si vous le souhaitez. Parce qu'avec tout le bruit aux alentours, c'est pas forcément évident de m'entendre au-delà du premier rang. Ah, ok, bah je... Visiblement, oui, ce qui peut être utile. Il y a un besoin d'écouteurs pour le public. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette masterclass intitulée « Explorer les métiers qui évoluent avec la technologie » qui est organisée par BPI France Université. BPI France Université a pour mission de permettre la montée en compétences des dirigeants de PME et ETI via des formations en présentiel et en digital. Donc, je suis Raphaël Mounier, chef de projet au sein de cette équipe BPI France Université, et je suis ravie de vous présenter Laetitia Montagnier, notre intervenante pour la masterclass, qui est directrice de mission au sein de la Cité de l'économie et des métiers de demain, et qui va donc, sur ces 45 prochaines minutes, présenter cette masterclass. Je précise qu'à la fin, il y aura évidemment un temps de questions-réponses. Donc vous pouvez soit en live, je vous donnerai le micro, soit sur le chat de la masterclass sur le site de Big, vous pourrez poser vos questions. Voilà. Laetitia, je te laisse la parole. Merci Raphaël. Merci également à BPI France Université pour l'invitation. Donc, je suis effectivement directrice de la Cité de l'économie et des métiers de demain. Je vous parle depuis un territoire, depuis le territoire de l'Occitanie. La Cité de l'économie et des métiers de demain est un lieu ouvert, un lieu ressource qui est dédié à la prospective d'une part, à l'expérimentation et à l'innovation, qui a vocation à la fois à inspirer les politiques publiques et également à embarquer les entreprises vers une économie plus positive. Donc on s'est donné plusieurs objectifs. Le premier, c'est de comprendre les mutations qui sont à l'œuvre. Deuxièmement, de projeter d'éventuelles solutions, d'anticiper aussi les métiers de demain et bien sûr d'expérimenter. Nous construisons une programmation qu'on a souhaitée contributive, donc les écosystèmes peuvent y participer, qu'ils soient nationaux ou locaux, et nous créons des contenus. Nous créons des contenus qui rendent compte des travaux que nous menons autour de 5 programmes. Et donc, annuellement, nous avons des publications que je pourrai également vous partager. Voici donc d'où je vous parle. Le sujet qui nous occupe aujourd'hui est un sujet vaste. En avant-propos, j'aimerais vous dire que j'ai fait le job. J'ai fait le job, j'ai été mouliner notre sujet dans une IA générative. J'ai été mouliner notre sujet, pourquoi ? Parce que je souhaitais avoir l'attention de vous partager aujourd'hui quelque chose que la machine ne pourrait peut-être pas vous partager. Aussi, pour ceux qui veulent compléter cette masterclass, vous pourrez aller vers la machine, mouliner notre sujet et avoir un complément. Je voulais m'assurer que ce que je vais vous développer est vraiment différenciant. Savez-vous combien il existe de métiers? Savez-vous combien de métiers, de fiches métiers sont répertoriés aujourd'hui par France Travail? Est-ce que quelqu'un dans l'assistance le sait? Pas forcément. Eh bien, sachez qu'il y a plus de 530 fiches métiers répertoriées et 10 000 appellations de métiers différentes. Donc, si on voulait faire l'exercice du jour, ça reviendrait à passer au crible ces 530 fiches métiers avec les technologies que nous connaissons, comme l'automatisation, l'IA, le numérique en général, etc. On ne va pas faire ça, je vous rassure. Premièrement, je viderai la salle, ici en présentiel, mais aussi à distance. Et deuxièmement, vous me prendriez en flagrant délit de mensonge. En flagrant délit de mensonge, pourquoi? Parce que quelque part, on ne sait pas. On ne sait pas, et oui, il y a une part d'inconnu. Et quand il y a une part d'inconnu, ce qui est intéressant, c'est de se transformer en explorateur et de partir en exploration. Est-ce que vous acceptez cette exploration avec moi aujourd'hui? Oui? Ok, on y va. Derrière notre sujet, il y a une question cachée. La question cachée, c'est de comprendre comment on peut organiser sa propre exploration. Donc, dans un premier temps, on va tenter de comprendre ensemble ce qui se joue et dans un deuxième, de voir comment on peut éventuellement passer à l'action.
Le contexte. Le contexte, je vous ramène à vous, je vous ramène à nous, ce que nous percevons. Aujourd'hui, nous avons autour de nous, ce qui nous tombe un petit peu dessus, deux révolutions. La révolution technologique et la révolution écologique. Ces deux révolutions, elles ont quelque chose d'original, c'est qu'elles arrivent ensemble. Elles arrivent simultanément et elles arrivent de manière accélérée. Waouh, ça pèse, on le sent tous. Ce contexte, il serait naïf de penser qu'il ne pèse pas aussi sur l'univers du travail, avant de parler de métier. Le travail aujourd'hui subit 5 chocs. Le premier, un choc lié au changement d'aspiration. Actuellement, ce que nous connaissons, notre référentiel issu des 30 Glorieuses, sur les symboliques de réussite professionnelle, c'est obsolète. Nos aspirations sont d'une autre dimension. Nous souhaitons investir d'autres espaces que le travail pour développer notre épanouissement personnel. Ce changement d'aspiration qui se joue actuellement, des messages nous sont envoyés, et parfois brutalement pour certains. Notre jeunesse, elle, est très claire. La génération Z veut être utile, elle veut travailler autour de valeurs dans lesquelles elle se reconnaît. Elle veut travailler aussi par objectif et non plus forcément autour du temps, du simple temps horaire de travail. Elle veut aussi de la personnalisation. Et on y reviendra. La personnalisation n'est pas l'individualité, n'est pas l'égoïsme, c'est autre chose. Elle veut aussi de la discussion au travail. Donc vous voyez, ce premier choc est très profond et il est apporté dans l'entreprise par les collaborateurs. Le deuxième choc qui se joue est évidemment l'accélération technologique, et je l'ai évoqué dans le contexte. Cette accélération, la technologie est présente dans notre vie à peu près 2 fois plus qu'il y a 20 ans et le sera 2 fois plus dans 10 ans. Donc l'accélération est factuelle, c'est sûr. Elle impacte plusieurs secteurs, autant l'industrie, la santé, l'urbanisme, la mobilité et d'autres. Quand je parle de technologie, je ne parle pas que de celles qu'on voit dans les médias. Il y en a d'autres un petit peu plus confidentielles auxquelles il faut aussi s'intéresser, comme le cloud, la 5G, la 6G, la réalité virtuelle et j'en passe. Je vais pourtant porter notre attention sur 3 qui vont quand même et qui sont déjà assez structurantes. Premièrement, l'IA. L'IA est identifiée comme le principal moteur de croissance dans les années qui viennent. Deuxièmement, la robotisation. En 2030, notre paysage autour de nous, notre vie, des robots auront intégré ce paysage. Nous verrons des robots au quotidien. Ces robots ne seront pas là juste pour fabriquer des objets. Ils seront là également pour prendre soin de nos aînés. Et on y reviendra. La blockchain. La blockchain, on en a parlé à un moment donné et puis, bizarrement, depuis quelques temps, on en parle un petit peu moins. Pourtant, elle arrive, elle est là. Elle est là et elle va structurer certains métiers, notamment le métier des ressources humaines. Voilà un petit peu sur l'accélération technologique ce que l'on peut en dire. Un autre choc, un troisième, qui est l'engagement écologique. On voit bien, et encore une fois, partons de nous, à quoi on donne de l'importance aujourd'hui. La montée de la responsabilité sociétale et environnementale. On peut choisir un poste aujourd'hui en regardant cette grille de valeurs. Et ça rejoint aussi le changement d'aspiration. L'engagement écologique se manifeste par cette dynamique, mais aussi par l'émergence que l'on voit autour des métiers verts ou des métiers que l'on verdit. Je voulais porter votre attention sur une économie qui est en train d'émerger, qui est l'économie de la fonctionnalité. Aujourd'hui, ça peut être une réponse à cet engagement technologique que nous voulons tous, puisque c'est une économie qui n'a plus vocation à fabriquer des produits que l'on jette, mais à offrir des services. Donc à louer le produit au plus grand nombre en louant des services. Les changements se font aussi par les consommateurs. L'acte d'achat aujourd'hui se détermine autrement. Les dirigeants d'entreprise accepteraient d'intégrer la technologie à leur quotidien, bien entendu, si elle intégrait cette dimension écologique. Encore une fois, on revient sur notre jeunesse. Notre jeunesse nous envoie ce message. Je voudrais travailler aujourd'hui dans une entreprise qui soit conforme à mes valeurs et aux enjeux climatiques et écologiques. Sur ce point, je mets un petit bémol. Cette jeunesse-là, on l'a vu notamment avec le film d'Arthur Gosset, le film Rupture. C'est la jeunesse des grandes écoles qui nous envoie ce message. Il y a peut-être une petite fracture avec une autre jeunesse qui, elle, est un petit peu plus éloignée de l'emploi et dont le rêve est d'avoir un CDI. Je voulais le porter à votre attention.
Un autre choc qui impacte le travail, ce sont les plateformes. Les plateformes, on les utilise tous les jours dans notre vie. Aujourd'hui, il y a à peu près 70% des licornes qui sont des plateformes. Les licornes, ce sont les entreprises les plus capitalisées. Ces plateformes ont un effet sur l'emploi et le travail. Ces plateformes redéfinissent la relation client-fournisseur, salarié-emploi. Deuxièmement, et c'est ce que je trouve assez intéressant à observer en tout cas, c'est qu'elles ont déplacé la création de valeur. La création de valeur ne se fait plus à l'intérieur de l'entreprise, puisque leur job à eux, c'est de connecter des gens dans une grande communauté totalement digitalisée. La création de valeur se fait à l'extérieur de l'entreprise. Là encore, impact sur l'emploi et le travail. Enfin, un dernier choc, le vieillissement de la population. Les baby-boomers l'ont un peu ralenti jusqu'à ce qu'ils partent à la retraite en 2005. Aujourd'hui, on est dans une véritable accélération. En termes d'indicateurs, on peut constater 4 fois plus de personnes de plus de 65 ans en 2020 qu'en 2050 et x 15 pour les personnes de plus de 85 ans. Donc on voit bien qu'on s'achemine vers un choc qu'on peut appeler la croissance grise avec ce vieillissement de la population qui va avoir deux impacts. La première, ça va être l'urgence du soin à nos aînés. La seconde, ça va être un impact pour nos territoires, puisque face à cela, nos territoires ne sont pas égaux. La population n'a pas une classe d'âge identique en fonction que l'on habite ici ou là-bas. Voilà un petit peu ce que je voulais vous brosser en termes de toile de fond par rapport au choc qui impacte le travail aujourd'hui. Maintenant, effectivement, au-delà de ces chocs qui impactent le travail, les métiers évoluent. Les métiers évoluent puisqu'il est dit que nous, moi je ne vais pas vous donner mon âge, mais en tout cas on m'avait dit il n'y a pas très longtemps qu'on allait à peu près travailler, on allait changer de métier 5 à 6 fois dans notre vie. Aujourd'hui, pour des jeunes actifs qui rentrent sur le milieu du travail, ils vont changer entre 13 et 15 fois. Donc on voit bien que la notion de métier est profondément en mutation. Pour vous donner des repères, encore une fois le sujet est vaste, l'objectif d'aujourd'hui est de vous donner quelques clés. On peut distinguer plusieurs types de métiers à l'aune de la technologie. D'une part, les métiers augmentés. Les métiers augmentés sont liés à une performance qui va être démultipliée grâce à la technologie. Deuxièmement, les métiers revisités. Les métiers revisités, eux, ont une fonction plus traditionnelle, comme un métier du passé, mais ils vont être d'une certaine manière revisités, comme si un métier ancien pouvait devenir un métier du futur. Alors, je vais vous en donner quelques exemples. Tout à l'heure, j'ai parlé des métiers qui vont se verdir. On peut parler aussi des métiers du soin. On peut parler aussi des métiers que l'on va transposer au numérique. Je vous prends un exemple un peu rigolo. La rudologie, le rudologue. Est-ce que vous savez ce que c'est un rudologue? C'est quelqu'un qui s'occupe de nos déchets. Bien, figurez-vous que dans le futur, on aura peut-être des rudologues numériques qui devront s'occuper de nos grands lacs de données parce que peut-être qu'il ne faudra pas tout garder. Peut-être que ça aussi, il faudra le nettoyer. Donc on aura peut-être des rudologues numériques. Enfin, un troisième type de métier, et c'est mes préférés, ce sont les métiers inventés. Les métiers que nous allons pouvoir inventer qui, eux, ouvrent le champ des possibles. Je peux vous citer, si on est très pragmatique, le directeur de l'automatisation. Si on est un peu plus poétique, le dresseur d'IA. Si on creuse encore un petit peu, et les métiers que je vous annonce, ce sont des vrais métiers, puisqu'on les a bossés et travaillés avec les entreprises d'Occitanie. On peut avoir aussi un responsable de nouveaux business models dans le jeu vidéo, par exemple. Et puis, tous les métiers liés à la transition écologique que l'on va inventer. Ce sont mes métiers préférés parce qu'il y a de la création. En termes de compétences, maintenant, si on parle des compétences, les compétences vont être rapidement obsolètes. C'est très anxiogène, j'en conviens. Toutefois, ça peut nous donner l'opportunité de déjà intégrer la notion de formation en continu dans sa semaine, de mettre un petit créneau pour penser à ça, etc. Les compétences vont être obsolètes, on va devoir renouveler à peu près une compétence sur 2 que l'on détient aujourd'hui. Première chose. Deuxième chose, dans le futur, notre capacité à apprendre, notre capacité à acquérir de nouvelles connaissances va être parfois plus importante que la connaissance elle-même, puisque elle, c'est la machine qui va nous la fournir. Troisièmement, et c'est ce que moi j'appelle les super compétences, on va devoir lire, travailler, analyser, communiquer avec la donnée. Et ça, de manière centrale.
Les compétences humaines. Les compétences humaines vont nous aider pour participer et construire, bâtir toutes ces transformations. Quand je parle de compétences humaines, quand je parle de sciences humaines, je parle de sociologie, d'anthropologie, de démographie, de philosophie également. Et puis j'en viens aux compétences vraiment humaines qui sont, par exemple, l'intelligence relationnelle. Quelle est notre empathie ? Quelles sont mes qualités d'empathie? Quelles sont mes qualités d'écoute? Quelles sont mes qualités de lien? Comment je me lie à l'autre? Ça, c'est le demain. Ça, c'est vraiment, vraiment capital. C'est sur ça que demain, il va falloir se positionner en tant qu'humain. Et j'en viens à la notion de tâche. La notion de tâche est quelque chose sur lequel il va falloir s'interroger. Pourquoi? Parce que dans le futur, il est urgent de les identifier, les typer, les détecter, nos propres tâches à nous que nous faisons au quotidien, pour deux raisons. La première, c'est que ce qui va être répétitif et ce qui va être prévisible sera sous-traité à la machine. La deuxième, c'est notre capacité cognitive. Notre capacité cognitive n'est pas extensible. Comme un sportif de haut niveau, nous avons une capacité d'attention, de concentration qui est limitée et qu'on va devoir régénérer si tant est que nous nous positionnons que sur des tâches à haute valeur ajoutée. J'en viens aux défis. Le premier, c'est l'écart qui est en train de se creuser entre l'employeur qui sait qu'il doit changer quelque chose et d'un autre côté, le collaborateur qui a l'impression que rien ne change. Le deuxième défi, c'est la pénurie de compétences dans le secteur du numérique et dans le secteur de la transition écologique. Le troisième défi, évidemment, nos aînés, les métiers du soin. De quelle manière nous allons faire face à ce défi-là? En termes d'opportunités, je dirais qu'il y en a beaucoup. Dès lors qu'on fait le choix, en conscience, de se préparer, d'une part, et de se préparer maintenant. Il ne faut plus attendre. Il ne faut plus attendre et une opportunité majeure, c'est la création, mais surtout d'accepter que le monde de demain ne sera pas construit sur le passé, comme on a tort de le faire, mais sur le présent. En termes de clés pour passer à l'action, j'ai envie de vous inviter à une forme de « et si ». Et si nous changions notre rapport à plein de choses. Premièrement, notre rapport au monde. Deuxièmement, notre rapport à l'imaginaire. Troisièmement, notre rapport aux méthodes, notre rapport aussi au réel, notre rapport à nous-mêmes. Comment voit-on le monde? Je vous invite à consulter les travaux de Gabriel Alpern, philosophe de terrain et philosophe engagé, qui nous parle d'hybridation, de la manière dont les mondes devraient se croiser et doivent se croiser, et ces mondes se croisent déjà. Cette journée en est la preuve, vos smartphones en sont la preuve, ce ne sont plus que des téléphones, mais des plateformes de réservation, des appareils photo, etc. etc. L'hybridation est déjà là. Il y a hybridation non pas quand on juxtapose des personnes ou des lieux, il y a hybridation quand il y a métamorphose réciproque, c'est-à-dire quand on crée une troisième chose. Peut-être qu'aujourd'hui, on repartira, vous et moi, pas tout à fait les mêmes, un peu se transformer. Et c'est sur cette transformation qu'il va falloir travailler. En d'autres termes, il est urgent de dynamiter les silos. Un métier que j'adore et que j'espère qu'il sera... Oui, c'est bon. Un métier que j'adore et que j'espère qu'il sera là demain, c'est le dynamiteur de silos. Voilà, dans toutes nos organisations. Je vous invite à regarder maintenant l'imaginaire. Pourquoi ne pas inventer les métiers? Et pourquoi ne pas inventer d'abord des méta-métiers pour faire face à la transformation? Les réassembleurs, d'une part, qui nous permettraient de dépasser cette division, cette vision très silotée que l'on a aujourd'hui dans le travail. Deuxièmement, les gardiens de l'éthique. Si le demain est basé sur nos valeurs, nous allons devoir multiplier dans nos organisations les gardiens de l'éthique. Pourquoi pas un délégué à la raison d'être? Troisièmement, les huileurs de process. Combien sommes-nous à avoir constaté qu'il est difficile d'avancer dans des organisations parce que nous sommes bloqués, parce qu'on n'est pas compris, parce que c'est comme ça qu'on fait et on ne veut pas changer? Il nous faut des huileurs de process. Ils sont essentiels. J'en viens aux méthodes, changer les méthodes. Je vous invite à regarder les méthodes de design, en tout cas c'est nous celles qu'on utilise et on en est très heureux. On recommence à dessiner, on recommence à créer, on recommence à raconter des récits avec le design fiction et aussi à redessiner des prototypes avec le design prospectif. J'en viens à notre rapport au réel. Notre rapport au réel doit changer dans le sens où on ne peut plus projeter ce fameux passé. On doit expérimenter. En expérimentant, on va se frotter à ce réel et on revient ensuite dans la réflexion. Et c'est très puissant parce que la réflexion n'a plus toute la place.
c'est l'expérimentation qui prend la place et on crée des boucles. On teste, on réfléchit, on reteste et ensuite on valide. Surtout, dans l'expérimentation, ne faites pas l'erreur d'appliquer des méthodes. Partez des feuilles blanches, partez de ce que vous identifiez. Première chose. Deuxième chose, n'allez pas croire que ce que vous expérimentez dans votre service peut être généralisé à votre entreprise. La centralisation par le haut, c'est fini. On crée, on n'essaime pas, on crée en fonction du terreau, de l'environnement dans lequel on se trouve dans l'expérimentation. Enfin, j'en arrive aux collaborateurs et quelque part à nous, tout simplement, et aux futurs collaborateurs. Regardez qui vous êtes en tant qu'humain. Regardez où sont vos talents naturels. Les burn-out, ça suffit. Cette société vers laquelle on va, qui va être très technologique, on ne peut pas la refuser. Elle vient à nous. La question, c'est de se repositionner en tant qu'humain pour savoir où sont nos talents naturels. Et je vous invite à faire un test que j'ai moi-même fait, qui m'a beaucoup aidé, qui s'appelle le Gallup, G-A-2-L-U-P, qui peut vous aider à identifier vos talents naturels. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que les collaborateurs qui arrivent aujourd'hui dans vos organisations, quand je vois des articles comme j'ai vu cette semaine où on dit qu'on les vire parce qu'ils ne sont pas dans les codes, c'est pas très juste tout ça. C'est plutôt nous qui n'avons pas forcément les bons codes, parce qu'on les base sur le passé. Je vous ai mis quelques petits tips pour aller plus loin. D'une part, les travaux de Gabrielle Alpern, c'est 2 ouvrages. Tous sans tort d'une part, comment repenser le monde du travail d'autre part, qui est une étude que nous avons fait avec elle et l'association Handicap dans le cadre de sa résidence à la Cité de l'économie et des métiers de demain. Deuxièmement, le book des tendances de l'APEC, très précieux. Plus encore, l'exposition immersive de l'APEC. Si vous avez l'occasion sur le futur du travail, allez-y, elle est géniale. Le test, le Gallup, j'en ai parlé. Et enfin, bien sûr, les publications de la Cité de l'économie et des métiers de demain, à consommer sans modération, bien entendu. J'en viens à ma conclusion. Je voulais vous poser la question, je voulais qu'on se pose la question, dans ce monde d'accélération, doit-on accélérer ? Alors j'ai eu l'astuce de vous partager avec grande fierté ma première image générée par une IA générative pour arriver à dialoguer avec mon équipe et à exprimer un petit peu tout ce que je vous ai dit aujourd'hui avec une image. J'ai super galéré à mettre la tortue dans le bon sens, j'y ai passé des heures, etc. Ce que je voulais à travers cette image, c'est qu'on sache quand même que dans cette accélération, on peut avoir des moments de lenteur et que la lenteur est utile. Et à travers cette image, je voulais aussi montrer que le chemin peut exister d'une part, et il peut être aussi fluide et serein. 3 mots pour conclure. Le temps. Interrogez-vous sur la manière dont vous allouez vos ressources temporelles. C'est clé. Est-ce que dans votre semaine, avec toutes les tâches que nous avons tous, n'est-il pas judicieux de se caser un petit peu de temps pour se former à ce qui est en train d'arriver? Parce que c'est déjà là. Deuxièmement, prenez soin. Prenez soin de vous, prenez vraiment soin de vous et prenez soin des autres aussi. L'art du regard, quand vous pouvez voir si quelqu'un ne va pas bien juste par un regard. Vous pouvez voir vous, dans quel état vous êtes, juste en vous questionnant un petit peu sur comment vous vous sentez dans votre corps, avec vos émotions, etc. Parfois, il faut stopper la machine, il faut respirer. Et enfin, je voulais terminer par ça. Je voulais terminer par la joie. Je crois que dans un univers méga anxiogène, il est important aussi que l'on se reconcentre sur ce qui peut nous procurer de la joie et que cette joie, on la partage. J'ai donc eu beaucoup de joie aujourd'hui à partager ce moment avec vous. Et comme quelqu'un qui pourrait parler des métiers de demain pendant des heures ne peut décemment pas garder la parole plus longtemps, je vous laisse me poser des questions si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Ok, je vais lui poser la question directement. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Jemai Chourouk. Je suis étudiante en Master Lead à l'Université de Paris. Il faut que vous mettiez votre micro sur le menton. Oui. Sinon, je ne vous entends pas. Voilà, super. Je suis étudiante à Paris-Saclay. Oui. En Master Lead. Oui. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a une possibilité de vous interviewer, d'avoir la chance de vous interviewer sur votre parcours
pour faire un travail qui m'était demandé de le faire par la professeure. Avec plaisir. On en reparle après? Ok, merci. Avec plaisir. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Bonjour. Bonjour. Merci. Moi, je viens du monde des ressources humaines au Maroc, à Casablanca. Oui. Donc, j'avais une question. Bien sûr, vous parliez de cette génération grise. Nous, on n'y est pas vraiment, puisque pour les années 30, enfin, dans les 30 et 50 prochaines années, le continent africain est celui qui aura le plus la jeunesse la plus importante. Est-ce que vous aurez des choses à nous dire sur, justement, on est sur une autre dimension sur ce continent-là. Est-ce que vous avez un peu des tips, des idées? Des tips et des idées très spontanément et de manière non travaillée. Je vous dirais que de la même façon qu'à une certaine époque, le digital n'était pas... Enfin, vous savez, l'Afrique a eu une avancée dans le digital parce qu'il y avait un autre historique que le nôtre, et ce qui leur a donné un temps d'avance. Donc je vous dirais que peut-être cette jeunesse, même très certainement, cette jeunesse est une force. Et c'est avec cette jeunesse qu'il faudrait créer les nouveaux codes, puisque eux ne se baseront pas sur le passé. Et ça, c'est passionnant. C'est passionnant, parce qu'aujourd'hui, c'est une énorme erreur de se baser sur le passé pour créer le futur. Donc moi, je serais très heureuse de travailler avec vous. D'ailleurs, nous travaillons beaucoup, la région Occitanie travaille beaucoup avec le Maroc, donc je serais ravie qu'on creuse le point ensemble. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Laetitia? Bien, moi j'en ai une. Oui. Laetitia. Tu as évoqué beaucoup de défis, des défis de différents ordres, technologiques, écologiques, d'aspiration générationnelle, de changements importants. Et toi, finalement, parmi tous ces sujets, lequel te questionne le plus, lequel tu as le plus envie de creuser via aussi ta mission au sein de la Cité de l'économie? Je dirais que moi, ce qui me questionne le plus, parce que j'ai mon nez dans ces sujets tous les jours et je ne vous cache pas que ce n'est pas toujours facile, mais celui qui est sur ma table en ce moment, en tout cas dans ma tête, c'est celui de la création de valeur. C'est-à-dire demain, qui créera de la valeur, de quelle nature elle sera. On voit bien que la création de valeur a bougé de la valeur financière. Aujourd'hui, on intègre des objectifs extra-financiers, etc. Est-ce que demain, on n'intégrera pas aussi des notions de santé? Est-ce qu'on n'ira pas dans une boîte parce qu'on sait que ce n'est pas un environnement toxique et que cette idée que le travail n'est pas un endroit où on se fait mal, où on s'abîme, voilà, c'est la question que j'aimerais travailler à l'heure actuelle. Et je ne suis pas sûre de trouver des réponses. Tout est tellement mouvant que je ne suis pas sûre de trouver des réponses. J'ai relevé aussi que tu as mentionné qu'il y avait une aspiration liée au travail qui serait aussi donc de l'ordre du care, de l'ordre de l'absence d'atteinte à la santé. Et en fait, avec l'arrivée de l'IA, comment est-ce que tu vois les choses demain? Alors, ça, c'est un sujet qui, personnellement, me préoccupe beaucoup parce que je suis très sensible aux notions de burn-out, etc. Ils sont quand même des signaux où maintenant, ça devient un peu normal. On a un collègue qui n'est pas là, il fait un burn-out, ok, il repart. Deuxième burn-out, d'accord. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas encore descendu dans les organisations une forme de personnalisation qui permette à chacun de savoir, justement, j'en parlais avec le Gallup, de savoir où sont ses talents, et comment on peut ne pas s'abîmer au quotidien. Donc il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'ai moi-même interagi avec un entrepreneur et j'ai embarqué mon équipe qui travaille dans le milieu de la cybersécurité, qui est coach aussi et qui nous a amené une méthode pour garder un haut niveau de concentration sans s'abîmer. Voilà. Et ça, je trouve que c'est des choses que les entreprises devraient d'ores et déjà intégrer plutôt que de faire la liste des burn-out qui arrivent. Voilà, c'est de vraiment prendre le virage dès maintenant sur ce qui est en train de se passer. Et ce n'est pas pour ça qu'on n'est pas moins performant, bien au contraire. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Laetitia? Oui. Bonjour Laetitia. Bonjour. J'ai une question. Donc, il y a beaucoup de défis, beaucoup d'opportunités dans les futurs. Oui. Et comment on peut se former pour faire avantage de ces défis ou cette opportunité? Donc, quels outils, quelles plateformes vous conseillez pour se former et pour être prête au futur? D'accord.
Alors, très bonne question. J'avoue que j'ai tellement le nez dans le guidon que je vous inviterai à venir chez nous, par exemple, déjà. Après, je pense qu'il faut être attentif à ce qu'on consomme. Alors, on est attentif à ce qu'on consomme en termes d'alimentation. On aime bien le bio, etc. Moi, j'ai envie de vous dire, soyez bio aussi par rapport à ce que vous consommez pour vous former, etc. Allez chercher des informations. Aujourd'hui, il y a pas mal de choses en ligne qui émanent vraiment d'experts sur l'IA. Allez vous informer avec des chercheurs, des académiques reconnus, etc., qui peuvent poser quelque chose. Et c'est à vous de vous faire un petit peu votre propre paysage et à vous positionner un petit peu là-dedans. Ça, c'est pour l'approche. Après, si vous parlez je ne sais pas à quoi vous faites allusion précisément, si c'est des formations plus techniques, ça, je pense qu'il y a une offre assez importante. Une formation plutôt de travail pour le futur, pour être prête quand on est étudiant. Il y a beaucoup d'informations aussi en ligne qui, on ne sait pas si sont des fake news ou des choses, je ne sais pas comment dire, désolé, je ne suis pas français. Plutôt comme être prête au niveau professionnel pour ces changements. J'ai fait les cas, par contre, j'ai fait une étude que c'était plutôt traditionnel. Oui. Quel parcours vous conseillez pour me former et pour être prête à les opportunités du futur? Alors, je n'ai pas la réponse, il faudrait qu'on en discute. Quel est votre socle de formation déjà? Moi, j'ai fait école d'hôtellerie. Ok, entendu. Alors là, on est sur un métier. Vous voulez faire un virage ou vous voulez rester dans l'hôtellerie? Je voudrais utiliser l'hôtellerie, Ouais. mais les changer un peu. D'accord. Surtout pour comment on va dire, l'opportunité de les gens, les périodes grises, je ne sais pas comment. Les périodes de creux? Oui. Ok, donc vous avez envie d'aller vers un emploi en fait qui soit double sur l'année. Ça, il y a beaucoup de personnes qui font ça à l'heure actuelle. Mais on peut en discuter après l'intervention si vous voulez. Il faudrait que j'ai plus d'éléments. J'ai pas de réponse comme ça automatique. Je suis désolée. Faut que je creuse. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Laetitia? Alors, moi, j'en ai une dernière pour toi. Ah, il y a la dame. Quelqu'un qui en a une. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, là c'était le sujet sur explorer les métiers qui évoluent avec la technologie, mais est-ce qu'il y a des métiers qui, par la technologie, vont peut-être prendre de la valeur, mais ne seront pas en lien avec la technologie? Quels sont les métiers où la technologie ne va pas du tout influer dessus? Enfin, peut-être c'est une question un petit peu à côté, mais... Non, pas du tout. Alors déjà, sachez que le sujet qu'on a traité aujourd'hui est super complexe. Vraiment. Non, votre question est une très bonne question. En gros, la révolution numérique pénètre tout. Oui. D'accord. Après, oui, il y a des métiers qui vont être les métiers plus traditionnels liés à la matière, donc les métiers d'artisans notamment, vont peut-être être moins impactés, ils vont être des métiers plus pérennes. Et ce qui est d'ailleurs assez amusant, puisque il y a 10 ans, je vous renvoie aux travaux du sociologue Ian Ferguson, qui disait qu'il y a 10 ans, c'était les chefs d'entreprise qui venaient chercher les sociologues pour automatiser leur boîte avec l'IA. 10 ans après, c'est les collaborateurs qui l'ont amené dans l'entreprise. Et ce qu'on voit, c'est que ceux qui travaillent une matière comme les artisans, eux ne sont pas dans ce spectre-là, si vous voulez. Donc ils vont conserver un savoir-faire. Après, ce qui n'est pas évident pour eux, pour avoir bossé avec eux, c'est qu'ils sont obligés de devenir des commerciaux. Et ça, c'est pas compatible dans le sens où ils ont besoin d'un temps long, parce qu'on a fait des travaux sur le rôle de la main, et la main s'inscrit dans le temps long. Et donc là, il y a quelque chose, donc on travaille avec eux l'idée qu'ils s'associent aussi avec des gens qui aient plus la responsabilité commerciale. Et on voit aujourd'hui des artisans qui deviennent des commerciaux, mais ils ne sont plus artisans, quelque part. Parce que le geste prend du temps. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Du coup, va peut-être prendre de la valeur. Enfin, du coup, comme il y aura beaucoup de choses IA et comme vous avez dit, des robots, tout ça, est-ce que l'humain, sur certains métiers, va peut-être du coup prendre beaucoup plus de valeur, peut-être être quelque chose de plus... exceptionnel ou à forte valeur ajoutée? Est-ce que vous voyez ça dans vos travaux? Là, c'est très personnel, mais je pense que oui. D'ailleurs, on le voit déjà. Je ne sais pas où vous vivez, mais à Paris, les artisans sont très plébiscités.
leur savoir-faire aussi, notamment quand on fait de la rénovation dans l'ancien, par exemple. Les électriciens sont complètement débordés, etc. Ce que je peux vous dire, un petit souvenir d'une anecdote à la Cité, c'était le patron de Randstad qui était passé et qui avant était sur la zone australienne. Ouais. Et l'Australie avait réagi de manière vivace parce qu'il n'y avait plus d'artisans, en résumé. Et comme c'est une énorme île, c'était dangereux pour l'économie. Et donc, ils ont détaxé au max ce genre de profession, ce qui a créé un appel d'air. Et donc, ils ont résolu le problème comme ça. Donc, ça va dans le sens de votre réflexion où, effectivement, ces métiers-là vont être revalorisés. D'accord. C'est une possibilité. Voilà. Après, comme tout est très mouvant, j'ai pas, parce qu'il y a aussi la hausse des matières premières dès lors qu'on touche au métier de la matière. Donc, c'est pas simple. Mais c'est une possibilité. En tout cas, si aujourd'hui je devais conseiller quelqu'un vers un métier, je pense que je ne donnerais pas le même conseil qu'il y a 30, 40 ans, 50 ans par changement d'aspiration aussi. Les métiers de la main sont des métiers du sens. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Oui, avec un petit décalage. Oui, je voudrais avoir votre vision sur l'évolution des métiers de la finance d'entreprise. Je pense à la compta, contrôle de gestion. Quand je vois arriver des technologies d'automatisation, d'IA, je voulais savoir si vous aviez une réflexion sur l'évolution de ce type de métier. Alors écoutez, on peut en reparler dans quelques mois, parce que la réponse sera oui, probablement. Quand je vous disais qu'on avait 5 programmes à la Cité de l'économie et des métiers de demain, on a un programme qui s'appelle le programme d'expérimentation. Aujourd'hui, on travaille après avoir travaillé sur le lieu de l'entreprise qui est mouvant et qu'on a reconnecté au récit, on travaille actuellement sur le temps de travail. Et demain, donc là demain c'est dans 3 mois, on va bosser sur l'IA et sur justement l'idée générale, c'est qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on délègue à la machine. Et comme l'Ordre des experts comptables d'Occitanie avait embarqué avec nous précédemment dans du design de métier, on envisage de poursuivre avec eux. Donc je n'aurai pas de réponse, mais peut-être qu'on peut créer une suite avec BPI France Université l'année prochaine, du coup. Et bien sûr, rester connecté, on peut se connecter et continuer l'échange. Mais ce sont des métiers qui vont être fortement impactés, ça c'est certain. D'ailleurs, je me permets d'ajouter que, tout à l'heure, je suis peut-être un peu allée au bout de mon idée, c'est que ce qu'on pensait il y a 10 ans, qui était que c'était les cols bleus qui allaient être fortement impactés par l'automatisation, aujourd'hui c'est les cols blancs en fait. Plus l'IA évolue, plus voilà. Donc la réponse est oui. Et c'est pour ça qu'il faut se préparer maintenant. Merci. Quelqu'un d'autre? Non. Bon. J'ai une dernière petite question pour toi, si personne d'autre n'en a. Nicolas Dufourcq parle beaucoup d'accélération, toi aussi. Et ah pardon, excusez-moi. Donc je disais que Nicolas Dufourcq parle beaucoup d'accélération. À BPI France, on vend des accélérateurs pour aider les dirigeants de PME et TI à développer leurs entreprises. Et toi, finalement, qu'est-ce que tu vois comme frein, comme difficulté dans ce parcours d'accélération ? Je vais revenir sur mon sujet marotte. Ce que je vois comme difficulté, c'est de ne pas se préparer. 2, de projeter le passé dans le présent pour construire un futur. Et 3, de ne pas prendre soin des humains. Demain, voilà, humain. Connaissez-vous, identifiez vos talents. Comme des sportifs, regardez là où vous vous épuisez, là où vous épuisez moins. S'il faut faire des coups de fil groupés et qu'au milieu, il y a un coup de fil perso, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que la perf soit assurée pour votre mission, votre boîte, etc. Donc voilà, après, si je peux, vu que j'ai 10 ans de Big dans les pattes, je me rappelle d'une intro de Nicolas Dufourcq où justement il avait commencé en disant « Est-ce que vous êtes en forme ?» Parce que quand on est en forme, on peut faire plein de choses. Quand on est en vie, on a envie de faire plein de choses. Donc pour moi, le frein que je vois aujourd'hui majeur, il est là. On ne se rend pas assez compte qu'on est des machines finies en fait. Donc prenez soin de vous, vraiment. Voilà. J'aime beaucoup cette conclusion pour la masterclass. Voilà, prenez soin de vous. Je voulais vous préciser que la masterclass sera disponible en replay sur le site de Big, si vous voulez la revoir. Et aussi que BPI France Université dispose d'une plateforme numérique avec beaucoup de webinaires, de formations sur tous les sujets qui peuvent intéresser les dirigeants de PME et TI. C'est gratuit, il faut seulement mettre son adresse email et se créer un compte. Complètement gratuit pour tous, donc n'hésitez pas.
et très bonne journée sur Big. Merci à tous.